Je vais essayer de faire ce que je peux. Et j'aime bien relever les défis. On fait du dîner. N'oubliez pas que je suis burkinabé. Je viens de lancer un cri de guerre, les canons sont dehors. Je suis très attachée au respect des règles. Je le ferai. Alors, donc, je voulais, le thème principal, donc, je l'ai présenté. Très rapidement, j'ai tout condensé avec une petite introduction sur laquelle je ne vais pas traîner. La méthodologie et les résultats des analyses qui ont été faites, et pour que vous sachiez d'où viennent les données, etc. Le contexte et le défi de l'étude, je vais passer là-dessus, puisque ça a été largement discuté ce matin, et je passerai plutôt aux conclusions et aux recommandations. Pouvez-vous m'aider, parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui est contre moi ici. Dites-lui de gérer la technique. Alors. C'est ton ordinateur. Ok. Donc, en termes d'introduction, je dirais que d'ici l'an 2050, ça a été dit ce matin, l'Afrique va comporter 2,5 milliards d'habitants, soit à peu près, dans cette population, nous aurons au moins 50% qui seront des jeunes. Et je dis très rapidement qu'il nous faudra profiter des dividendes démographiques si nous voulons réussir toutes les politiques que nous allons mettre en place. Et l'enjeu du développement, c'est quoi? C'est l'accès limité aux services de base, tels que la santé, l'éducation, le logement, etc., avec les défis majeurs, tels que la pauvreté, l'instabilité politique, les conflits et crises sécuritaires, le changement climatique poussant beaucoup de nos jeunes à l'exode, et la faiblesse des budgets fait aussi que les cerveaux aussi vont en exode. La faible contribution du PIB à la prise en charge des soins de santé primaires, certains disent santé de base, c'est la même chose. Et le fait que nous sommes encore très loin du PIB, c'est considéré que le PIB africain c'est environ 3% du PIB mondial. Vous savez pourquoi? Parce que nous importons plus que nous les exportons, et cela a été imposé depuis je ne sais pas quoi, et que 2,8% du commerce mondial seulement relève de l'Afrique, alors que nous avons la plupart des matières premières, etc. La solution, c'est d'investir dans le capital humain. Le capital humain, j'ai assez discuté ce matin, je ne veux pas trop aller plus en avant. En 2023, face aux défis sécuritaires et socio-économiques, on avait une communauté nationale, mais avec des défis persistants, de qualité en termes de financement. Et la leçon, c'est qu'on a pensé à la mise en place d'un accès équitable aux soins de santé primaire. Je vais juste citer, pour ne pas aller loin, vous aurez l'occasion d'avoir les résultats de ce colloque-là. Il y a eu la rencontre d'Allemagne, la rencontre de Bamako sur les soins de santé primaire, tous tournaient autour vraiment de l'accès aux soins de santé primaire, de qualité aux populations, particulièrement dès la base. Et cela les a conduits à mettre en place des centres de santé primaires, sociaux au niveau de certains pays, ou communautaires, certains le diront, pour permettre les services de santé d'être le plus proche possible des populations, mais malheureusement, le financement a manqué et la qualité des infrastructures, la qualité du personnel, en quantité et en qualité n'a pas permis d'atteindre les résultats escomptés. Très rapidement, nous pourrons parler du contexte naturellement des systèmes de santé des pays de l'AES. En fait, j'avais voulu parler des pays de l'Afrique. J'ai vu que c'était trop lourd, la recherche des données était très complexe, les terminologies étaient, j'allais mettre du temps à les rallier. Donc je me suis dit, mais quelque chose de très nouveau, pourquoi je ne parlerai pas de l'AES? Voilà, l'AES étant quand même une situation nouvelle et qui se vend bien. Alors,
système de couverture, que ce soit de la rougeole ou de la diphtérie, ça marche très bien parce que, je vais vers la conclusion, ceux qui produisent ces médicaments au plan international, les grandes firmes font tout pour que ça s'achète par nos propres moyens ou d'une autre façon. Et de toute façon, nous sommes dans l'engrenage. La couverture en BCG, c'est la même chose. Moi, ça m'importe très peu, mais ça fait partie des indicateurs, mais pour moi, ce n'est pas les plus parlants. Les plus parlants, moi, j'insisterai là-dessus. Ensuite, il y a aussi l'accès au centre de santé. Ah oui, à moins de 5 km. Voilà. 5 km, c'est peut-être 10-15 minutes à vélo. Si tu ne peux pas aller à un centre de santé, tu ne peux pas être soigné. Là, c'est important. Encore faut-il que ce centre soit équipé en personnel et en tout. Au Burkina, c'est 63,4%, au Mali, 58,6%, au Niger, 54%. Ça veut dire que la différence n'est pas très forte et que ces pays-là peuvent mettre leurs efforts ensemble pour voir comment est-ce qu'ils peuvent gérer ces systèmes-là au niveau local. Et très rapidement, je vais vers les propositions et voir comment est-ce qu'il faut développer des centres régionaux. Par exemple, la cartographie de pointe au niveau du Niger. Pourquoi pas la traumatologie de pointe, peut-être au Burkina Faso, ainsi de suite, en attendant que chaque pays arrive à améliorer la situation et aller vers une santé universelle de leur population. Et de même, le nombre de consultations médicales par an a été estimé, le taux d'utilisation des services qui est très faible, et cela s'explique par au niveau des enquêtes EDS et autres, les gens disent qu'ils n'ont pas les ressources, qu'ils sont très loin des centres, qu'ils sont mal accueillis, etc., etc. Il y a un certain nombre d'indicateurs. Donc, nous pouvons dire qu'au niveau de la mortalité et de la natalité, encore un nombre important de femmes et d'enfants meurent. Lorsque vous regardez la mortalité, le taux de mortalité néonatale, 18 au Mali, 33 au Niger, 43. C'est trop. Vous regardez la mortalité au niveau du Burkina, 30%, Mali 54, Niger, les chiffres sont ahurissants, terribles. Et à peu près, entre 30 et 50%, à peu près 30% des femmes qui sont, meurent dessus de couche. C'est quand elles sont référées. On n'arrive plus à les sauver parce que c'est trop tard, parce que c'est très grave. Au XXIe siècle, des femmes meurent pour un problème de chat. Donc, je dirais, la tuberculose, c'est assez atteint. La difficulté en médicaments, bien naturellement, avec les CAMEG, les centres de médicaments, ça avance dans les pays, mais pas encore suffisant pour permettre aux gens d'y accéder. Je continue avec particulièrement la couverture des consultations prénatales qui se font assez bien dans les différents centres de santé, mais avec des disparités très importantes en Afrique et même au sein de l'AES. Au niveau de la malnutrition, on ne mange pas bien, on n'est pas soigné, on est pauvre, qui regroupe un certain nombre d'indicateurs de développement. Voilà, on remarque qu'au Burkina Faso, nous avons à peu près pour les enfants de moins de 5 ans 9,7%, au Niger 12,2%, alors que la situation c'est 51%. Alors, si nous poursuivons au niveau de la malnutrition chronique, c'est pareil, et la prévalence au niveau du VIH-Sida, bien entendu, ça, je ne m'en occupe pas tellement, mais je voulais en parler. La contraception, je ne pense pas que chez moi, je n'ai jamais soutenu la contraception, excusez-moi. Je suis d'une famille royale, si Dieu donne, je prends, et je dis à Dieu de me permettre de prendre soin et de profiter du dividende de population qui va me soutenir. Donc, je ne le cache pas. Ensuite, au niveau des infrastructures sanitaires, alors là c'est très important, nous nous rendons compte que le nombre d'hôpitaux, de CHU et de CHR sont très insuffisants. Si je prends le cas du Niger, il y a 3 régions par exemple qui n'ont pas de CHR et de centres régionaux de santé, d'hôpitaux régionaux. Hein? La plupart sont d'ailleurs concentrés dans les capitales. Vous allez voir que sur les 15 qui existent au Niger, il y en a 8 qui sont à Niamey. Vous allez voir au Burkina Faso, les privés, ils sont tous concentrés. Les grands hôpitaux, les grands centres de recherche, c'est Ouagadougou. Alors, nous avons développé, depuis les indépendances, une inégalité entre les rurales urbains, entre les régions, au plan spatial, ça ne va pas.
Alors, comment peut-on permettre aux gens d'être en bonne santé? Je prends un exemple du Burkina Faso, où nous avons un effectif et un nombre insuffisant de chirurgiens, de pharmaciens, d'infirmiers diplômés, etc. Et surtout, une densité du personnel de santé pour 1000 habitants qui est seulement de 0,6. Voilà, ils sont surchargés et on veut qu'ils soient compétents, c'est pas possible. Donc souvent ils sont obligés de courir et de laisser le travail aux internes, aux infirmiers, etc. Et puis on s'étonne qu'il y a la mortalité est encore élevée. Alors, le ratio population est encore très faible, voire même critique dans la plupart des pays, particulièrement ceux de l'AES, ne sont pas l'exception. Le taux d'occupation montre qu'il y a une forte pression au point que le nombre de lits, le nombre de places pour les hospitalisations est insuffisant. Surtout ne prendre que cela. L'attente, c'est entre 6 jours et 3 jours. Donc on attend pour être reçu par le médecin, on a le temps de mourir. C'est très important parce que ça montre la faible capacité de prendre en charge la santé des. Globalement, on peut dire que le Burkina Faso affiche une meilleure accessibilité aux soins, un fort taux d'accouchement assisté et une fréquentation hospitalière plus élevée. Cependant, le Mali présente des infrastructures médicales sous-utilisées avec un taux d'occupation des lits plus bas et une mortalité intra-hospitalière relativement élevée. Au Niger, on constate un déficit en personnel de santé, un taux de couverture sanitaire limité et une forte proportion d'accouchement à domicile, ce qui souligne les défis d'accessibilité au système de santé. Si je regarde au niveau budgétaire, c'est là ce qui m'intéressait le plus, mais je vais lire seulement la partie positive. Dans la plupart des pays à faible revenu, les dépenses de santé restent encore insuffisantes. Ça, c'est connu. Mais le problème, c'est qu'il y a une inéquité d'allocation des ressources, tant au niveau interne du système éducatif, si vous regardez le système éducatif, vous allez voir que la part du budget qui est réservée à certains matériels liés au confort du médecin ou du ministre ou de ses collaborateurs dans leur bureau, qui pèsent sur le système de santé avec des télés, des quoi qui leur permettent d'être à jour. Si vous regardez le taux de voyage pour aller par rapport à la prise en charge médicale, c'est hallucinant. Les stratégies de financement et de santé qui visent à servir de levier aussi pour améliorer la performance des systèmes de santé posent problème. Parfois, on a une très belle stratégie qui est là, une très belle politique qui est là, mais la volonté politique ne permet pas l'allocation budgétaire conséquente pour permettre de prendre en charge le système éducatif, juste pour satisfaire certaines signatures au plan international, pour dire oui, nous avons signé 15% de nos ressources. Pourquoi on dit oui, on donne en réalité, vous avez moins de 10%. Enfin, les sources de financement que nous connaissons, c'est surtout l'État, les familles, les collectivités territoriales, et puis bien entendu l'extérieur et les ONG, mais de plus en plus chez nous, au Burkina Faso, au pays des hommes intègres, nous ne croyons plus que nous devons continuer à attendre les ressources extérieures. Tu mets ton programme et ton projet en marche, les ressources, c'est pris par des ressources extérieures, et puis à un moment ou à un autre, le partenaire se retire, tu te retrouves sur les carreaux alors que tu avais orienté les autres fonds ailleurs. Tu fais comment? Tu tombes dans la médiocrité. Donc, je pense que l'Afrique doit quitter cette histoire d'attendre les ressources à l'extérieur et de penser plutôt à des fonds endogènes pour prendre en compte. Et cela pourquoi nous nous sommes rendus compte dans les données que nous avons collectées, qui partent des annuaires statistiques, des données de l'OMS et des données de la Banque mondiale, que les ressources que les collectivités donnent sont vraiment en deçà de ce qu'on attend d'eux. Parce que lorsqu'on regarde les politiques de décentralisation de ces pays, normalement, les collectivités territoriales doivent prendre au moins la santé primaire de base, doivent prendre les CMA, etc. Mais ils donnent moins de 2% de leurs ressources au système de santé. Et tout le monde attend de l'État. Et ces trois États qui sont en guerre et qui orientent la plupart de leurs ressources vers la paix et la sécurité, bien entendu, au détriment du financement des autres secteurs de développement. Alors, en gros, je pourrais dire que au niveau des tendances, que l'AES
en pourcentage de son PIB, est très loin de la norme du monde. C'est pas grave, mais on peut trouver une solution. Et lorsque j'ai utilisé les données World Bank Indicator, nous nous sommes rendus compte, ce qui est en jaune, naturellement, c'est les dépenses de santé au niveau mondial. Voilà, vous voyez, c'est trop loin. Ça fait près de 5 fois ce que le Mali dépense en matière de santé. Et ce qui est en bleu, c'est le Burkina Faso qui tente de se lever, mais avec des fluctuations, bien entendu, pour ce que vous savez. Et puis vous avez l'Afrique subsaharienne qui tend à être la moyenne, c'est-à-dire qu'on a à peu près le Burkina qui est légèrement au-dessus de la moyenne de l'Afrique subsaharienne, et le Niger qui a émergé à partir de 2019 pour aller au-dessus de la moyenne, mais malheureusement, le troisième pays est à la traîne. Nous passons rapidement aux dépenses des ménages, c'est très important. La plupart des ménages reçoivent de plus en plus une charge de plus en plus lourde de leur prise en charge. Voilà le graphique qui montre qu'entre 2019 et 2021, vous voyez qu'au niveau du Mali et du Burkina Faso, il y a une baisse, mais par contre au Mali, il y a une hausse de la prise en charge des ménages qui les rend encore de plus en plus vulnérables et de plus en plus dans une situation difficile. Et vous comprendrez pourquoi dans ces deux pays, ce pays a parfois des remous à dire nous ne sommes plus prêts à soutenir la résolution, et pourtant il faut la soutenir parce qu'il y a des moments durs et il y a des moments de gloire qui viendront. Alors, je vais passer sur la revue de la littérature que j'ai tenu à faire, mais je ne vais pas la présenter ici. Mais globalement, il faut reconnaître qu'il y a parfois, on pense que c'est les dépenses de santé, la santé qui influence le développement. Parfois, on pense que c'est le développement qui influence et la croissance du PIB. Donc, la littérature, les résultats sont encore mitigés, mais on sait que de plus en plus, sans santé, quel que soit ton niveau d'éducation, tu ne peux pas produire. Et quelle que soit ta santé, si tu n'as pas un minimum de niveau d'éducation, tu ne peux pas capter les informations et les indicateurs et les informations utiles pour pouvoir assurer le développement. Bon, je vais passer très rapidement. Bon, je ne veux pas que mon frère m'arrête. Hein. Et si je suis à 5 minutes, tu me signales. Ok, donc, comme je disais, je passe rapidement. Je vais demander 5 minutes, je suis une femme. Hein. Donc, j'insiste. Donc, la composante du capital humain influence à la fois la croissance économique et le développement. Mais aussi, la hausse, on s'est rendu compte que dans certaines études, qu'une hausse de 10% de l'espérance de vie peut accroître le PIB de 0,3 à 0,4%. Mais c'est important. Mais qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous attendons pour ne pas foncer? Et parce qu'en améliorant l'accès aux soins de santé et en réduisant les inégalités, en renforçant les liens entre le développement et la coopération régionale, on a sans doute la chance d'assurer un meilleur capital humain capable de prendre en charge le développement de nos pays. Alors, je vais aller très rapidement vers... je vais sauter la partie, les données de l'étude. Non, mais je peux le dire, hein, les données de l'étude viennent des années statistiques, donc officielles de nos pays. Bien entendu que pour les données régionales et internationales, j'ai pris les données de l'OMS à partir d'amis qui sont, d'amis de quelqu'un qui sont à Brazza ou ailleurs, et puis la Banque mondiale. Alors, au niveau de la description, j'ai utilisé, c'est vrai, je suis allé au-delà des indicateurs qui sont retenus pour le système de santé et les comparaisons internationales. Les résultats nous montrent beaucoup de choses. Je vais sauter sur chacun de ces indicateurs et je vais aller vers les perspectives de renforcement du capital humain, du capital santé dans les pays de l'AES. Et là aussi, je vais juste donner quelques informations. Les informations, c'est qu'il faut forcément améliorer les ressources humaines sans lesquelles on ne peut pas prendre en compte, soigner les gens. Et cela, il faut des formations. Et dans ces formations, il faut améliorer d'abord ce qui existe. Parce que la formation actuellement dans ces pays-là est faible. Il faut reconnaître la vérité. Voilà. Ce n'est pas de bonne qualité. Il faut améliorer la qualité, mais il faut les rendre de pointe, qu'ils soient au courant des nouvelles technologies, de tout ce qui se passe actuellement et de toutes les possibilités qui existent pour pouvoir prendre en charge les malades qu'ils ont. Ça, il faut. Et pour cela,
dans les écoles nationales de santé publique, il faut accroître, améliorer les effectifs pour couvrir l'ensemble du territoire, mais mieux, dans les spécialités au niveau des médecins, pas seulement les généralistes, mais les spécialistes, il faut accroître leur nombre qui est relativement faible, et ensuite, il faut s'assurer que les techniciens, qui sont les maillons intermédiaires, sont en nombre suffisant par la formation, par l'innovation, au-delà de tout ce qu'on attend, l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la télémédecine, etc. et la mise en place de plateaux techniques et médico-techniques de pointe pour pouvoir prendre en charge. Vous avez beau avoir des formations, si vous n'avez pas un matériel technique, vous n'avez pas un centre médical, vous ne pouvez pas gérer les malades qu'on va vous référer. Les programmes de santé, c'est vrai, il faut lutter contre ces programmes, mais avec des médicaments fabriqués chez nous, avec des officines faites chez nous, que nous pouvons déjà développer au niveau régional, ou est-ce que c'est déjà en avant pour l'institut, tel institut puisse fabriquer tel type, etc., pour qu'ils collaborent ensemble pour la mise en place de médicaments, au-delà des médicaments essentiels et de la vaccination, de nouveaux procédés. Et comme je le disais, par exemple, ces dernières années, le Burkina a pu trouver certains médicaments, dont le vaccin contre le paludisme, et les médicaments contre la drépanocytose, etc., etc. Le Niger, pareil. Mais s'ils mettaient leurs forces ensemble, ils pouvaient mettre des centres régionaux, comme celui du centre Mirage à Ouagadougou, à Bobo, et d'autres centres qui existent, pour accroître au niveau régional et travailler ensemble avant de développer d'autres au niveau des différents pays. Donc, je dirais aussi qu'en termes de développement d'infrastructures, c'est bien, il faut les accroître, déjà au niveau des villages, des rurales, mais il faut utiliser de nouvelles technologies pour aller bien. La chose la plus importante qui va permettre tout cela d'avancer, c'est le financement. Et ce financement ne peut pas s'arrêter à ce que l'État donne. Il faudra accroître la part des collectivités dans la prise en charge du système de santé, élargir particulièrement l'assiette fiscale pour imposer des taxes, particulièrement au niveau des industries et des usines, et qui vont venir immédiatement nourrir la prise en charge du développement du capital humain, et ainsi de suite. Beaucoup, la réduction de la dépendance extérieure, et beaucoup de l'augmentation du budget via les ressources domestiques, la création d'un fonds dédié au capital santé humain, avec des textes bien ciblés, et il faudrait faire une étude pour le niveau régional, continental, etc. Bien sûr, l'innovation des technologies organisationnelles et définir et bâtir un système de santé optimal, commun, plus pour la Confédération, et aller vers quand même des indicateurs communs, non seulement, et de stratégies qui doivent se mettre ensemble. Je voudrais vous remercier sincèrement pour votre écoute, et les autres points pourront être développés par la suite à travers vos questions. Je vous remercie. Merci.